Un seul sujet, une seule analyse, celle centrée autour de la nouvelle équipe gouvernementale du Togo. Après des mois d'attente, de questionnement et de pronostics, il a fallu bien évidemment que la fin du mois de septembre commence. D'ailleurs, par lever le pont sur un lot de surprises. Faure Gnassingbé nomme une femme à la tête de l'exécutif gouvernemental, premier du genre dans l'histoire du Togo, Victoire Dogbe Tomega, Premier ministre du Togo. Et bien, 72 heures plus tard, l'équipe complète de 34 portefeuilles avec 14 nouvelles entrées, dont la Benjamin à 29 ans. Nous évoquons bien évidemment le sujet dans ce entretien, dans ce rendez-vous. Elios, rendez-vous, et bien évidemment passant par le 5 octobre, avec ici au plateau, professeur Ayayi Togoata. Professeur, bonjour, merci d'être à ce plateau avec nous. Je rappelle, vous êtes enseignant des lettres à l'Université de Lomé, écrivain, dramaturge. Merci d'être là. Nous avons également à ce plateau M. Nyakou Kofi Gislin, directeur exécutif du collectif des associations de lutte contre l'impunité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité d'échanger avec les téléspectateurs sur les sujets évoqués. Très bien. Alors, professeur, je le disais tantôt, est-ce que vous avez été surpris en écoutant ce jour-là, ce 28-là, le nom d'une femme à la tête du gouvernement togolais? Non, pas du tout, parce qu'elle est dans l'exécutif depuis des années, je crois une dizaine d'années à peu près. Donc, qu'on la nomme ou une femme, ça ne change rien du tout, parce que nous sommes toujours dans une dictature et les dictatures ne promeuvent pas les femmes ça ne en change tant rien, que ou telles. vous n'avez pas été surpris? Non, je n'ai pas été surpris parce que ça ne change rien. Hein. Donc, le fait qu'elle ait toujours participé à ce régime dictatorial, ça ne change rien fondamentalement au sort des Togolais qui veulent le changement. Hein. Je précise bien changement, pas alternance, parce que nous sommes dans une dictature militaire et le changement, ce sera la démocratie. Donc, par rapport à tout cela, voyez-vous, certains disent que... Changement par alternance, vous nuancez? Oui, ben, c'est fondamental. C'est-à-dire que nous, c'est le changement. C'est-à-dire, vous changez la dictature militaire par une démocratie. Parce que l'alternance n'a lieu qu'au sein d'un régime. C'est-à-dire, Faure a fait l'alternance avec papa, il a remplacé papa, hein, et si le petit-fils vient demain, ce sera l'alternance au sein de la dictature. Donc, maintenant, chasser Faure Gnassingbé du pouvoir, ça, ce serait le changement, c'est-à-dire les démocrates. Hein, ou bien si, avec Pacha, il se querelle et Pacha prend le pouvoir, ce serait toujours l'alternance au sein de la dictature. Mais maintenant, nous parlons de changement, parce que nous ne nous inscrivons pas au sein de la dictature. Donc, par rapport à cela, voyez-vous, c'est tous les Togolais qui ont besoin d'émancipation, de liberté, hommes comme femmes. Mais quand on voit des femmes qui participent du système qui fabrique les bourreaux du peuple togolais, eh bien, ce n'est pas une promotion pour les femmes, parce qu'on dit, mais voilà encore un bourreau de plus. Bon, ben, ce n'est même pas nouveau, elle est toujours là dans le système. Donc, par rapport à ça, hein, c'est un non-événement. Vous, c'est un non-événement, vous le dites. Oui. Très bien. La dynamique Podro aussi dit la même chose. Vous, ça ne vous surprend pas, ça n'apporte pas un changement, ce n'est pas non plus une promotion de la gente féminine, selon vous. Alors, M. Gislin Kofi, excusez-moi, est-ce que vous avez été surpris le jour-là, où vous attendiez le plus? J'avoue que c'était une surprise quand même d'avoir entendu que nous avions un Premier ministre qui était une femme. C'était souhaité. Les acteurs de la société civile, notamment ceux qui font la promotion des droits de la femme, souhaiteraient bien avoir pour Premier ministre une femme. Il y avait eu plein de plaidoyers, plein d'actions pour que ce choix de prendre des femmes comme leaders de premier rang soit une effectivité. Mais nous ne nous y attendions pas pour la primature de sitôt. Et donc c'était une surprise positive pour la promotion de la femme. Contrairement à ce que le professeur a dit, et je respecte son analyse politique, j'irai plutôt dans le sens d'une analyse qui fait d'abord de l'arithmétique, en voyant le nombre de femmes qui sont inscrites au gouvernement, quelles que soient par ailleurs
les subjectivités que les gens peuvent avoir à y trouver, que c'est une bonne chose. De toutes les façons, nous avons déjà un État qui est celui d'avoir un parti au pouvoir qui fait son jeu politique. Et dans ce jeu politique, il peut ou non choisir de faire la promotion de ces femmes. Et donc, au sein de ce parti, on sait qu'il y a des hommes ont toujours été en avant. Et si aujourd'hui, ils mettent en avant les femmes, c'est en tout cas de manière arithmétique et même analytique, un plus pour la promotion de la femme et pour notre démocratie. En ceci que dans cette construction démocratique, nous avons connu du chemin. Le Togo, aujourd'hui, ne peut pas dire que rien n'est fait ou nous n'avons pas avancé. Le professeur peut le reconnaître qu'avant, dans le système dictatorial, il était plus compliqué, par exemple, de faire cette émission. Il était plus compliqué, par exemple, d'avoir la liberté d'expression. Il était plus facile de constater sur les ondes. Et il y avait même que, à mon souvenir, la TVT, à l'époque où tout déifiait, tout tournait autour du chef de l'État à l'époque. Aujourd'hui, avec les canaux de communication que nous avons, avec tout l'élan démocratique qui existe dans la société, même si la question centrale, il l'a souligné, est celle de l'alternance réelle au niveau du pouvoir, au plus haut sommet, pour que l'on puisse juger dans ce jeu démocratique de l'effectivité de cette démocratie mouvante, de cette démocratie dynamique qui permettent à d'autres citoyens aussi de faire valoir leur potentiel en tant que leader d'un pays. Ça, c'est quelque chose qui nous manque. Mais au-delà de ça, il y a quand même des choses à saluer. Alors, selon vous d'ailleurs, vous avez été surpris de cette nomination, mais vous la saluez de toutes les manières. Exactement, nous la saluons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pouvait être encore nommé un homme à la tête du gouvernement. Ce qui est évident, le professeur le dit, c'est une femme qui fait partie déjà du carcan du pouvoir, qui a toujours travaillé avec le pouvoir. Mais ce que je souligne, c'est que nous sommes dans un système où c'est ce pouvoir qui est là, qui gouverne aujourd'hui. Et donc, au sein de cette corporation, il y a des hommes et il y a des femmes. Et donc, le fait de choisir dans cette corporation une femme est tout au moins une avancée dans ce carcan. Parce que ça pouvait être autrement aussi. Parce qu'il y a des hommes aussi qui sont toujours dans ce groupe-là. C'est aussi pour notre histoire commune du Togo quelque chose de positif, en ce sens que même si demain, et nous le souhaitons, une opposition réelle arrive au pouvoir, il y a déjà un antécédent d'un Premier ministre femme qui a été nommé dans ce pays et ce sera plus facile d'en porter une au pouvoir. Ça veut dire qu'en réalité, parfois c'est vrai, on est frustré par le contexte sociopolitique dans lequel nous sommes, mais il ne faut pas occulter aussi le fait que c'est toute une histoire que nous construisons ensemble et que dans cette histoire-là, il y a nécessité de saluer un certain nombre de leviers qui sont des acquis que nous avons petit à petit, mais que nous ne valorisons pas, mais qui vont servir dans l'histoire pour ce pays. Vous parlez d'acquis, bien évidemment. Merci. Alors, professeur Togouata, eh bien, un nouveau gouvernement de 34 portefeuilles. D'aucuns ont du mal à parler de nouveau gouvernement et parlent plutôt de remaniement ministériel. Vous, du moins, vous parlez d'un nouveau gouvernement? Bon, si le Premier ministre change, on dit que c'est un nouveau gouvernement, forcément, même si on reprend les mêmes et on recommence. Bon, le problème, ce qui choque, c'est son caractère pléthorique. Pour ce pays qui est dans la misère, où les Togolais ont du mal à prendre plus d'un repas par jour, et on prend 35 ministres, alors que nous sommes dans l'échec en permanence, ben, ça pose problème. S'agit-il de récompenser de nouvelles personnes autour de la mangeoire nationale? Vous trouvez l'effectif de trop? Ben, 35. Pour un petit pays comme ça, bon, il y a de grands pays qui n'ont pas cet effectif. Le Japon, c'est à peine une quinzaine, une vingtaine. Et ce grand pays
la troisième économie du monde, et Togo, l'une des dernières économies du monde, qui s'affuble de 35 ministres. Pourquoi faire? Alors qu'on peut scinder des choses-là pour travailler efficacement, mais s'il y a des résultats au moins. Parce que ce que nous cherchons, c'est des résultats. Les Togolais ne demandent pas la lune, ils demandent du travail, de l'emploi. Ils demandent à ce que les salaires soient revus pour avoir un meilleur train de vie. Ils demandent de pouvoir se soigner à l'hôpital pour que dès que l'ordonnance arrive, ils ne se tiennent pas la tête pour commencer à pleurer. Donc, le problème est là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que, voyez-vous, un gouvernement, c'est l'équipe dirigeante que se donne un État. Or, le rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité, le bien-être d'un peuple. Bon, maintenant, le gouvernement est là. Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Or, l'essentiel de son énergie, c'est de réprimer son opposition. Ce qui fait que, à force d'acheter des gaz lacrymaux, des matraques, etc., des fusils, etc., on oublie l'essentiel. Créer des instruments de développement, des usines, des entreprises, etc. Mais si le gouvernement est là, tout simplement, pour le confort de quelques individus, ben, on n'avance pas. Et quand c'est pléthorique, d'autant plus, on va dire, ah, il va y avoir un miracle économique. Parce qu'ils sont si nombreux, il va y avoir du changement. Mais non, on prend les mêmes, on recommence. Comme j'ai l'habitude de le dire, au Togo, c'est une spécialité togolaise. Au niveau de ce régime, on ne change pas une équipe qui perd. Et on prend les mêmes, on recommence. Donc vous parlez de la perte, on parle de gagne. Vous parlez de la perte. Non, mais de perte, on ne change pas une équipe qui perd. Vous trouvez que l'équipe ne gagne pas, carrément, puisque c'est la misère partout. Je vous dis, chaque année, c'est 50 000 Togolais qui frappent à la porte de l'emploi et qui ne trouvent pas à faire. Et en plus, parmi ces 50 000, il y en a qui sont très diplômés, du BTS jusqu'au doctorat. Des médecins, des profs de futurs profs d'université. Ils sont laissés à l'abandon. Et des médecins me disent même que 80% de ceux qu'ils forment partent à l'étranger parce qu'on ne veut pas les employer. L'État ne les recrute pas. Donc, vous voyez, mais on recrute très régulièrement des militaires. Voilà nos priorités. Donc, par rapport à nos réalités, on s'étonne de cet effectif pléthorique. Quel miracle ils vont venir faire que les autres n'ont jamais fait? Donc, et comme ce sont les mêmes, je dis que la dame Dogbe était déjà là, bon, qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Quel est son bilan? Quel est le bilan de ce gouvernement au niveau du bien-être des Togolais, au niveau de l'économie, au niveau régional? Puisque nous sommes dans une entité aujourd'hui et dans un monde globalisé, qu'est-ce que nous faisons? Parce que, voyez-vous, le développement, nous développons le sous-développement. On parle de mondialisation aujourd'hui, nous sommes sur le quai et nous voyons le train de la mondialisation passer. On subit tout, on ne crée rien. Regardez la maladie Covid-19. Qu'est-ce que nous faisons pour trouver des médicaments? L'université fait des recherches importantes dans ce sens. Et avec Vous êtes du domaine. Avec quel budget? Quel budget on leur donne pour faire ce travail-là? Il ne faut pas qu'on se moque du monde pour faire semblant de travailler. Quand on a besoin de très gros moyens, que les gens se déplacent, faire venir des spécialistes dans tous les domaines pour travailler contre ce virus-là. Mais ce n'est pas fait, même la recherche elle-même. Combien le gouvernement met dans la recherche? Regardez le palu. L'Afrique, dans le monde, c'est 3 millions de morts chaque année. Et l'Afrique, la moitié. Quel budget le Togo a mis depuis 60 ans sur la recherche contre le palu? Il paraît que c'est un vaccin, d'après les spécialistes, assez simple à faire. Mais les laboratoires n'ont pas intérêt à le faire. Ce n'est pas eux qui meurent de palu là-bas. Et leur intérêt, c'est que chacun de nous, chaque Africain, achète au moins 3 fois l'an des médicaments antipaludéens. Ça rapporte plus que de créer un vaccin. On est vacciné, mais on n'achètera plus jamais. Donc ces laboratoires vont faire faillite au niveau
du palu. Donc, voyez-vous, nous sommes là, nous attendons que les Blancs fassent des choses et puis on dit merci, 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 on tend la main. Non, ce n'est pas ça le développement. Alors, selon vous, professeur, il n'y a pas lieu d'avoir un effectif aussi important dans ce nouveau gouvernement. Voilà le problème. Tu fais 35 ministres. Pourquoi faire? Parce que les résultats, on dit, le bilan passé. Pour que quel est le bilan? Voilà. Donc, je crois que c'est on récompense des gens autour de la mangeoire, c'est tout. Monsieur Ghislain, l'effectif ne valait pas la peine, selon vous aussi? Bon, j'ai entendu le professeur, là où je suis d'accord avec lui, c'est qu'il y a de réels problèmes dans le pays concernant l'accès aux infrastructures sociales de base, les questions liées à l'éducation, la santé. Il y a de réels problèmes, surtout quand on quitte Lomé. Déjà que nous avons la réalité sur Lomé. Et quand vous allez à l'intérieur du pays, dans les hameaux, les villages les plus reculés, c'est vraiment insoutenable, inadmissible, si vous me prêtez le mot. Ceci dit, notre espoir, à chaque fois, en tant qu'acteur de la société civile, c'est que nous puissions amener le gouvernement, que ce soit celui-ci, ou celui d'avenir, ou celui d'un autre pouvoir démocratique, ou d'un autre parti qui prenne le pouvoir demain, à s'intéresser véritablement aux populations. Aujourd'hui, avec l'avènement de ce nouveau gouvernement et les ministères, on peut faire l'économie d'un certain nombre de ministères créés et confier ces portefeuilles à moins de gens, mais les différentes responsabilités existeront toujours. Ces responsabilités existeront au sein des différents ministères. Et donc, le calcul du nombre ou pas, moi, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de savoir aujourd'hui, parce que j'ai pu comprendre que il y a un sous-ministère ou bien un ministère, en tout cas dans le ministère de la Santé par exemple, un ministère encore dans le ministère de l'administration territoriale. Je me porte à croire que c'est une stratégie pour démontrer quand même que le gouvernement entend travailler sur les questions de décentralisation qui sont aujourd'hui à la une qu'on a entamée, et sur la question de la santé dont je viens de parler, qui est une question importante pour le pays. Maintenant, le plus important, même si on peut faire l'économie de tout ce nombre-là, le plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes dedans. Nous sommes des Togolais, nous sommes dedans. Le professeur, tu vas le reconnaître que nous sommes dedans. Et ce que nous recherchons aujourd'hui, parce que nous avons déjà ces gens qui nous gouvernent. Pour l'instant, on ne peut pas faire autrement. Ce que nous devons rechercher, c'est comment s'assurer. Alors, vous voyez la fatalité? Vous voyez la fatalité, là? Non, je dis, ce que nous devons rechercher, c'est de s'assurer que ce gouvernement puisse faire un travail pour l'intérêt des populations. Maintenant, là où vous parlez de fatalité, je parle d'un certain nombre de pessimisme qui existe au regard du passé et au regard du système en place. C'est que les personnes, la plupart des personnes qui sont dans ce gouvernement ont déjà été ou dans le gouvernement ou dans les carcans du gouvernement pour travailler pour le pays. Et donc, est-ce qu'ils vont apporter quelque chose de nouveau? On ne peut pas dire aujourd'hui que nous n'allons pas avoir à développer cet espoir. Continuons de développer cet espoir. Espérons que quelque chose change. Et j'ai vu par exemple que le professeur Dodi Kokoroko, qui faisait un travail assez soutenu au niveau du développement de l'université, a été propulsé au niveau du ministère de l'enseignement primaire. Et on l'a rattaché, en tout cas, à l'enseignement technique, tout ça. Je veux bien croire que c'est pour le travail qu'il fait à l'université. On voit que quelque chose se fait et qu'il y a des défis au niveau de l'enseignement, qu'il puisse relever ces défis. Mais c'est deux mondes différents. L'autre monde était plus technique, celui-ci est plus politique. On verra s'il aura les leviers qu'il faut pour pouvoir faire son travail
convenablement, comme il a essayé, en tout cas de manière assez positive, de le faire au niveau de l'université. C'est cela. Alors, professeur, l'effectif, selon vous, dérange, mais est-ce qu'il ne faut pas attendre ce gouvernement à l'orée d'un résultat? Non, ça veut dire que ce que nous attendons, c'est que le changement se fasse, que la dictature militaire cède la place à la démocratie. C'est-à-dire que la tension essentielle, hein, au sein de la société togolaise aujourd'hui, c'est le refus du système militaire de laisser la place à la démocratie. Tout le problème togolais se trouve à ce niveau-là, le changement. Hein, et quoi que vous fassiez, le football, n'importe quoi, etc., des gens vont s'opposer parce que c'est ça la tension essentielle. On veut, c'est ça qui braque tous les Togolais. Le changement, le changement, le changement, le changement à tout prix, à telle enseigne que même quand le gouvernement fait des choses qui ont l'air d'être positives, il y a une hostilité parce que les gens ne veulent plus d'eux. Parce que sur 60 ans de pseudo-indépendance, ils sont là depuis 53 ans. Et 53 ans, quel est leur bilan? C'est-à-dire que notre problème, c'est-à-dire que s'ils avaient au moins, hein, comment dirais-je, le mot m'échappe, si au moins ils développaient le pays, ils ont Jésus. Regardez la Chine. La Chine, c'est une dictature communiste, une dictature parti unique, pure et dure, où il n'y a pas la liberté d'expression, on réprime les gens sont en prison, doivent s'exiler, comme à l'époque du parti unique ici, mais eux, ils développent. Mais professeur, vous comparez deux choses incomparables. Hein. Ici, nous incomparable. Une colonie française, le Togo. Oui, alors, la Chine est une colonie japonaise. Hein, et les Britanniques aussi ont occupé ce territoire un certain temps. Donc la Chine était une colonie, d'où la haine qui persiste entre la Chine et le Japon. Bon, au point Singapour, colonie britannique. Corée du Sud, colonie japonaise également. Ben, en 60, si vous voyez les résultats, les statistiques, en 60, Corée du Sud était au même niveau que le Ghana actuel et que le Cameroun. Au niveau population à peu près, au niveau développement, chemin de fer, etc. Mais 60 ans après, un pays développé qui vend ses produits à nous autres Africains. Pourquoi nous n'avons pas pris ce chemin-là de la réflexion? C'est-à-dire qu'ici, en Afrique, au Togo, j'ai fait le constat, dès qu'une équipe prend le pouvoir, c'est la vengeance contre les anciens. C'est la vengeance et on perd tout son temps, toute son énergie à museler les anciens, à les jeter en prison, à les pousser à l'exil, etc. Et on va de complot en complot, etc. Au lieu de fédérer, d'appeler les gens, on va faire un régime consensuel et on va travailler ensemble. Non, alors que nous sommes les derniers, nous divisons, nous chassons nos meilleurs. Regardez au niveau de l'art, des artistes, etc. Mais les meilleurs s'en vont parce qu'on ne s'occupe pas d'eux. Les médecins, il y a 2 fois plus de médecins, même 3 fois plus de médecins togolais en France qu'au Togo. Pourquoi? Voilà les réalités. Qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire qu'un pouvoir en place, un gouvernement, il a des objectifs clairs. C'est-à-dire qu'on lui donne, c'est-à-dire de rendre les gens tranquilles en aidant à créer des emplois, en aidant à leur bien-être et non la répression. Hein? Tu dis A, on te tape. Tu dis B, on te tape. Tu n'as pas le droit de parler alors que nous sommes les soi-disant les propriétaires du pays, le peuple. Mais on dit, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de dire que j'ai mal fait, etc., etc. Parce qu'on a peur. On ne veut pas on a peur de la vérité. Hein? Et c'est ça, quand on fait mal, on a toujours peur de la vérité. Et puis, c'est aussi une affaire de modestie et d'humilité. Parce que si tu agis, tu es un danseur, il faut que les autres puissent t'apprécier. Voilà. Et justement, vous n'avez pas toujours peur de sortir vos mots et chaque fois, certaines irrégularités, vous les imputez bien évidemment au pouvoir en place. Mais ces derniers temps, vous ne semblez pas rater l'opposition. Entre-temps, vous le disiez, ces leaders autoproclamés ont saboté la lutte du peuple. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis parce qu'ils sont complices du système dictatorial qui nous opprime. Il y a une complicité parce que quand ils font semblant de faire le changement
alors qu'ils ne font que renforcer le système. Regardez, ils sont allés aux élections et un responsable de la dynamique Kodio dit « Nous avons battu tous les autres opposants ». Est-ce que ce sont les autres opposants qui sont au pouvoir? Et effectivement, pendant la campagne, ils n'ont jamais attaqué Faure Gnassingbé. Ils se sont tapés les uns sur les autres. Vous avez suivi, vous êtes au Togo comme moi, les réseaux sociaux, eh bien, c'était l'attaque de ces deux camps, à mort. Et ça continue. Et les autres ont refusé même de se solidariser avec le vainqueur, hein, faisant le jeu du pouvoir. Donc, est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils sont là réellement pour nous aider au changement? Alors, en clair, le problème togolais n'est pas à imputer forcément qu'au régime cinquantenaire complet. Oui, ben, il y a l'opposition complice. C'est pour ça que je dis ce que j'ai à dire sur l'opposition, parce que est-ce que ces gens-là, d'abord, dans leur parti, souvent ils ne sont même pas des démocrates, hein, les élections qu'ils doivent organiser, les AG ne les organisent pas, hein, très souvent. Et puis, la dérive, hein, de certains leaders, c'est que les partis sont transformés en instruments de promotion d'un individu. Ils deviennent des présidents propriétaires. Donc, à partir de là, toi qui es membre du bureau, tu ne peux plus rien dire. Tu fais une critique, tu contestes, on te vire. Voilà la réalité. Or, j'ai toujours dit, pour faire la démocratie, il faut des démocrates. La démocratie se fait avec des démocrates, pas avec autre chose. Regardez, et puis, bon, vous prenez des exemples en Afrique. Vous voyez Wade, Alpha Condé, etc. Bon, vous voyez des gens qui se réclamaient de la démocratie, mais qui ont été pires que des dictateurs. Comment vous analysez cette critique à l'égard de l'opposition togolaise, M. Chessy? Je pense que notre opposition a une lourde part de responsabilité aussi dans la situation actuelle que nous connaissons dans le pays, la situation politique. En ceci que nous pensons qu'au-delà, d'abord, il faudrait l'analyse à deux niveaux, sur l'aspect social, au-delà d'être au pouvoir, l'opposition devrait jouer aussi son rôle d'accompagnement des initiatives sociales, des populations, en attendant d'être au pouvoir, et d'apprendre à travailler avec les communautés à la base. Et ça, nous ne le sentons pas, nous ne le voyons pas. La seule chose, c'est prendre le pouvoir. C'est-à-dire, c'est au niveau, c'est le jeu, ou bien le combat, c'est juste prendre le pouvoir, au lieu qu'il y ait des actions concrètes déjà sur le terrain pour démontrer, pour apprendre aussi, hein, à travailler avec les communautés, apprendre à faire des actions sur le terrain, mobiliser peut-être des fonds aussi pour accompagner les initiatives communautaires. Secondo, il y a l'aspect politique pur, où quand on voit la façon dont les jeux politiques se mènent dans le pays depuis plusieurs années, on s'interroge parfois et on se demande si véritablement nous avons une opposition qui veut prendre le pouvoir, ou si nous avons une opposition qui accompagne le pouvoir, ou encore une opposition qui, comme l'a dit le professeur, ils font le jeu du pouvoir pas l'accompagnant, mais en se tiraillant entre eux, en s'autodétruisant, ils font quelque part le jeu du pouvoir. Et ça, nous l'avons vécu pendant toutes ces années. C'est vraiment dommage. Nous aurons espéré avoir une opposition beaucoup plus centralisée, consensuelle, sur un certain nombre de points. Même si chacun a son parti politique, il y a certains points clés sur lesquels il ne doit pas diverger. D'ailleurs, il y a certains points clés que l'opposition et même le parti au pouvoir actuel ne doivent pas transiger sur ce point concernant le bien-être social des populations, etc. Et donc, sur ce terrain, ce modus vivendi, ils ont tous raté. Et dans l'opposition, on sent aussi que si c'est dans ce sens-là, si demain ils arrivaient au pouvoir, qu'est-ce qu'ils réserveraient? Le professeur a donné, qu'est-ce qu'ils vont réserver aux populations? Le professeur donne des exemples où on croyait que ces gens, une fois venus, allaient faire la démocratie, etc. Mais qui aujourd'hui, après avoir fait l'expérience du pouvoir, ont démontré le contraire. Nous attendons par exemple que la question cruciale de la lutte contre l'impunité, parce que le chef de l'État l'avait dit, et là, jusqu'à présent,
on n'a pas bougé. On est allé à Abuja avec certaines plaintes, des décisions ont été rendues là-bas, mais au niveau du pays, les choses n'ont pas bougé. Donc nous, on attend à ce que quelque chose se fasse sur la lutte contre l'impunité de manière concrète. Sur la question de la corruption, il faut que des actions fortes soient posées. De toutes les manières, si on veut un pays développé, je pense que même les pays qui ont été cités, par exemple la Chine, je pense que la Chine, par exemple, la question de la corruption n'est pas... c'est un combat perpétuel, même si c'est une dictature. Donc, pour faire la démocratie... Voilà. Donc, condamne à mort. Pour faire de la démocratie une réalité chez nous et dans le sens du développement, il faut forcément que le nouveau gouvernement donne des signaux forts sur les questions de corruption, les questions d'impunité. Ça va servir à l'effectivité du PND. Quand on dit qu'on veut que le développement soit une effectivité, le PND, etc., et qu'au même moment, l'argent qui est engrangé pour faire le développement, les gens détournent, quand est-ce qu'on aura des résultats en 2022? On devra faire le bilan. Quels résultats on aura? Donc il faut qu'ils comprennent que la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption va de pair avec la réalisation du PND. Sinon, il y aura échec. Donc nous, on s'attend à ce que le nouveau gouvernement puisse travailler dessus. Sur la question du genre, nous avons, je pense, 11 femmes dans le gouvernement. Elles n'ont qu'à de temps en temps se concerter et trouver des moyens de pouvoir accompagner toutes ces femmes-là, ces jeunes filles. Parce que le problème réel de l'emploi, le problème de l'emploi est réel, mais les conséquences sur les jeunes filles, que ce soit dans les villes ou dans les hameaux les plus reculés, est encore plus criard. Donc il faut qu'ils réfléchissent à qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Sur l'aspect social, là je ne suis même pas sur le terrain politique, sur le terrain social, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour... Il y a beaucoup à faire sur le terrain social. Voilà, vous avez déjà anticipé sur ma question selon laquelle votre recommandation que vous auriez à l'égard de cet exécutif aujourd'hui pour pouvoir atteindre un bilan. La recommandation de Kassit, je crois qu'elle est claire. Elle est claire. Lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption. C'est cela. Alors vous, et effectivement aussi la promotion de la femme. C'est tout ça. Professeur, s'il y a une recommandation à faire aujourd'hui, certes, le changement ne sera pas pour maintenant, pour tout de suite, une recommandation à l'équipe présente qui a pour mission encore de diriger le destin du Togo. Moi aussi, je suis dans les droits de l'homme, pour avoir été secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Vous voyez, l'impunité, c'est une tare dans ce pays. Fort, en venant au pouvoir, a dit qu'il y avait une minorité qui pillait les richesses de l'État. Bon, depuis, il a fait 15 ans. Quel est le voleur de la République qu'il a arrêté? Pas un seul. On dit, voilà tel voleur. Il est conscient du phénomène. Il dit qu'il y a des voleurs, des pillards. Quel voleur a-t-il fait arrêter en 15 ans de pouvoir? Il y a des signaux, des institutions qui sont mises à place. Oui, mais qui a été arrêté? Moi, je veux bien, mais on veut des résultats. Parce que, comme il l'a dit, si nous travaillons et d'autres volent le fruit de notre travail, mais où allons-nous? C'est-à-dire que ça devient un travail d'esclave. C'est-à-dire que vous travaillez, ça ne vous rapporte rien. Hein? Et là, le problème est là. Et puis quand je parle de dire que c'est un non-événement, la promotion de Dogbe, Madame Dogbe, c'est pour vous dire que c'est une mesure cosmétique à mes yeux. Parce que moi, j'ai déjà fait un travail sur la promotion des femmes dans le système dictatorial. Parce qu'elles fonctionnent un peu comme les hommes dans ce système où tout le monde surveille tout le monde, on veut conserver sa place à tout prix, alors qu'on constate qu'elles ne promeuvent pas des femmes à leur tour. Elles ne nomment que des hommes en général, hein, même si elles nomment une ou deux femmes, etc., mais elles ne sont pas majoritaires nommées. Parce que quelle est la crainte? Si je promeux des femmes, on veut des femmes, nous sommes peu nombreuses, donc elles risquent de me prendre ma place demain. Voilà un peu le calcul qu'il y a derrière. C'est pour ça que je dis que c'est une mesure cosmétique, parce que toutes les femmes qui ont été nommées dans ce pays,
en quoi ont-elles lutté à la promotion de la femme? Quand je parle de la femme, je pense au portefeuille d'Agba Daranou, du grand marché. Je parle aux bonnes domestiques. Je parle des paysannes dans leurs champs. Hein. Je parle des femmes battues, violées, violentées, etc., en toute impunité. Qu'est-ce qui est fait concrètement, hein, pour ces gens-là? Alors, le tout n'est pas de parler de la promotion de la femme, il faut qu'il y ait des retombées. Ben, bien sûr, ce n'est pas promouvoir quelques personnes au sommet de l'État, mais la base, c'est la base qui importe. Hein. Voyez-vous, vous pouvez toujours nommer des gens, même la majorité du gouvernement peut être des femmes, mais si la base n'a aucune retombée, ça aura servi à quoi concrètement? C'est-à-dire, c'est ça que je parle de mesures cosmétiques, c'est-à-dire ce serait une démagogie, hein, s'il n'y a pas de retombées sur la femme lambda. Voilà. Comme toujours, dans un élan d'espoir, je voudrais espérer donc que ce gouvernement, porté par une femme, démontre, hein, que nos inquiétudes ne sont pas vraies. Démontre que les inquiétudes que j'ai eu à soulever, que le professeur a eu à soulever, au regard du fait qu'ils sont tous d'un même système, que ces inquiétudes-là ne sont pas vraies et que quelque chose de nouveau va se faire. Nous osons espérer que ce gouvernement prenne réellement en compte la question de la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, l'administration de la justice de manière juste et équitable pour tous les citoyens. Parce que, comme je l'ai dit, pour que le PND puisse être réellement, se réaliser effectivement, il faut que tous ces pans-là soient levés. Merci. Merci. Alors, professeur, votre mot de la fin? Ben, la lutte continue pour le changement. Il ne faut pas se résigner, ça viendra. Hein. Le compte à rebours est enclenché. On ne sait pas où se trouve le curseur, mais ça viendra. Très bien. Merci, professeur Ayayi Togouata Ama. Eh bien, vous êtes enseignant des lettres à l'Université de Lomé, écrivain, dramaturge. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cet échange. Merci à vous également, monsieur Koufi Gisla Aniakou, directeur exécutif du collectif des associations de lutte contre l'impunité. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Nous disons merci également à vous qui nous avez acceptés et chez vous. Elios en parle, c'est la fin de ce numéro. Nous disons merci à cet établissement qui nous a accueillis, l'hôtel Résidence Sainte-Thérèse, 6 à Novici. Eh bien, restez toujours avec nous dans cette même émission et nous aurons toujours à dire avec vous. À très bientôt.